Ok, allô, le château. Allô, château, bonsoir, bienvenue. Tu viens le 13 parce qu'il y a un UFC. En plus, le mois de décembre, c'est Donc, l'amitié ou l'argent? c'est un petit mois. Hein. D'accord, mais t'as pas répondu à ma question. Mon Taylor, est-ce que Antoine, en vrai, il serait pas en train d'adopter la meilleure tactique à l'UFC en ce moment? Est-ce que d'avoir des lunettes, c'est pas ce qui paye en ce moment? Il y a des pocailles dans tous les sens et tout, donc là, pour les démonstrations, tu vas les garder, les lunettes, ça te va? On teste, on voit. Et voilà, tu vois, ça marche. Bon, en tout cas, bête de tactique pour Antoine Simon. Une bonne tactique, il en faudra une aussi pour Benoît Saint-Denis. L'objectif, il s'appelle Beneil Dariush. BSD revient à New York. Objectif, top 10 pour lui. C'est parti pour la carte, épisode 30. Et la carte, vous le savez, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec BetClick. Et BetClick, c'est l'appli officielle pour parier sur les combats à l'UFC. Comme d'habitude dans l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine et Taylor. Comment vous allez, les amis? Écoute, ça va très bien. Ça très va content d'être là, très content d'être avec vous. On s'est pas vu beaucoup dernièrement. Ouais, c'est vrai. T'es un peu en je suis très prépa. content d'être là, voilà, c'est ça. T'es un peu pris, donc moi j'ai passé un peu plus de temps avec Antoine par contre. On a passé pas mal de temps ensemble. D'ailleurs, regarde, on a un petit outfit. On était à Abu Dhabi ensemble quand je même vois pour ça. Je suis jaloux carrément. Je l'ai pas. 321. Et personne me l'a ramené. Pas mal ou pas? Ouais, écoute, alors, si je suis objectif, oui, mais le jaloux qui est en moi va dire que non. Ah ouais, mais bon, voilà. tu veux mon bien, t'es content pour moi quand même un peu. Ouais, plus ou moins. Par contre, pour que tu sois pas trop jaloux, j'avoue, le truc il tient chaud, mais de malade, tu sais, c'est une matière, là j'ai l'impression d'avoir mis le sac poubelle, tu sais, pour essayer de fondre un peu là dans le sauna. Donc bon, je sais pas, je vais peut-être être en eau à la fin de l'émission, mais heureusement c'est vous deux qui combattez et c'est pas moi. D'ailleurs, il y a une compète entre vous deux, on le sait, pour l'instant, je le rappelle, on verra ce que ça a donné parce qu'il y a 2 émissions à débriefer avec des résultats. Pour l'instant, 7-4 pour Taylor Lapillus par rapport au pronostic sur l'ensemble de la saison de la carte. On verra ce que ça donne tout à l'heure. On va à New York, donc, pour le prochain événement UFC 322. Vous y serez, les gars, en plus. Ouais. Vous serez bord de cage. On sera sur place. Vous étiez déjà au Madison Square Garden quand BSD il avait battu Frevola. Exactement. C'était il y a 2 ans. L'ambiance là-bas, c'est quoi au Madison? Franchement, même par rapport à ce que vous avez connu, Bercy, t'as connu en tant que spectateur, commentateur, combattant. Madison, ça donne quoi? Bon, il n'y a rien de mieux que Bercy. Déjà, on va gagner du temps. Maintenant, c'est vrai, en plus, je pense que tu le dis pas pour... non, je le dis très objectivement. Il n'y a rien de mieux que Bercy. Maintenant, très objectivement, c'est quand même une très grosse ambiance. Le président est très souvent là, le président Donald Trump. Donc, écoute, j'ai envie de dire que voilà, ça sera un événement comme on a l'habitude, un très gros event. On sera encore présent, comme on l'avait été auparavant pour Benoît lorsqu'il combattait à New York. Et ça lui avait plutôt bien réussi. Ah ouais, le coup de pied contre Frevola. Pleine tête, KO magnifique. Bonus, en Est-ce plus. Que bonus, ça fait toujours plaisir, hein? Ah devine. Mais bon, est-ce que là, Benoît, il va recombattre dans une arène où il est à l'aise, où il a le meilleur souvenir, le meilleur résultat de sa carrière? Parce qu'en fait, Frevola, il était 14e au moment du combat chez les moins de 70, c'est le meilleur résultat de sa carrière. Est-ce que forcément, c'est un truc positif de revenir dans cette arène qui lui a tellement porté bonheur il y a 2 ans? Évidemment, et puis on le rappelle, l'UFC New York, c'est une fois par an seulement, donc tous les combattants qui sont présents sur la carte donnent tout ce qu'ils ont, et puis d'autant plus s'il y a le président qui est présent, et il sera vraisemblablement présent également pour cet événement. Donc Benoît connaît déjà la salle, il a déjà performé sur la main card d'un gros événement numéroté à New York. Et là, en plus, il affronte un combattant qui va lui permettre en plus de grappiller encore pas mal de places dans le classement. Ouais. Donc je pense que tous les astres sont alignés pour qu'il fasse une grosse performance. Allez, Benoît Saint-Denis donc contre Beneil Dariush. C'est un combat entre Benoît, qui est le 13e de la catégorie des moins de 70 kg en ce moment, et Beneil Dariush, qui est le 9e. Donc en fait, c'est simple, on connaît la chanson, de toute façon, Taylor. Si ça gagne pour Benoît, normalement, il prendrait la place de Beneil. Et en plus, s'il claque une grosse perf, il est sûr de rentrer dans le top 10. Là, et puis alors en fait, ils sont proches on se rend compte que parfois, dans certains cas, quand vous battez un combattant qui est très loin de vous dans le ranking, merci. Et vous prenez pas toujours sa place. Par contre, quand vous vous affrontez et qu'il y a 2-3 places entre vous, là, effectivement, on prend la place. Et puis, en fonction de la victoire, on peut même grappiller la place d'avant. Donc là, on est dans cette configuration-là où si Benoît bat Beneil Dariush, il va vraisemblablement prendre sa place, voire même mieux. Est-ce que parce que débat éternel depuis qu'on fait la carte, et même avant, entre vous les gars, mais est-ce que les moins de 70, c'est encore pour toi la caté la plus dense de l'UFC? Franchement, en fait, on regardait aussi avec Baba dans le Fighter Club l'autre jour, mais quand tu regardes le top 3, c'est costaud. Il y a en plus Makhachev qui est encore dedans pour l'instant parce qu'il n'a pas combattu contre Della Maddalena, Topuria, Tsarukyan. Après, quand même, c'est que des mecs vieillissants.
Tu vois, il y a des non. Gaethje. Bah si. On a un Topuria qui est champion actuellement. Entre le top 3, entre le top 3 et Topuria. Voilà. Écoutez. Derrière, attends, Gaethje, Oliveira. T'as pas besoin de m'énumérer les noms des mecs. Il y a tous les autres. Bon, à part Pimblett qui a fait une insertion et qui est un peu neuf dans la KT, sinon c'est des anciens. Malgré tout, la catégorie 70 kg, comme la catégorie 66 kg, allez, on peut monter jusqu'à 76 kg, ce sera toujours les catégories les plus denses à l'UFC. Pourquoi ça ? Parce que ça représente la moyenne mondiale des gens. Il y a plus de gens qui pèsent 70 kg que des gens qui pèsent 90 kg. Ça paraît évident. Donc on aura toujours plus. Tu ne réponds malgré tout pas à la question. On aura toujours un plus gros est-ce que c'est dense, c'est est-ce que c'est la plus dense ? Ce sera toujours l'une des plus denses. Pourquoi ça ? Parce que c'est... Il répond pas, hein, toujours. Mais non, mais je vais te dire pourquoi. À côté. Parce que ces catégories-là, c'est les catégories qui ont le plus de représentants à l'UFC. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de combattants lightweight à l'UFC que dans la catégorie middleweight ou dans la catégorie flyweight. On le dit, mais à partir de là, est-ce que c'est la plus dense ? Taylor, il va nous dire. Attends, c'est bon. En gros, tu dis, puisque la population fait 70 kg en moyenne, c'est la plus dense, mais c'est pas une explication. Oui, il y a plus de combattants, donc il y a un plus grand vivier de combattants, c'est plus dur de rentrer dans le top 15. Regarde avec Fares, Fares n'est toujours pas dans le top 15 de la catégorie. C'est pas pour autant que ceux qui sont dans le top 15, c'est les meilleurs. Tu vois ce que je vis le week-end ? Je sais. Arrêtez. Mais les vieux, là, depuis 2025, c'est une année où je t'ai dit, je suis virulent, je vais me... Mais bon, il répond pas à la question et en plus, il est pas content. Vas-y, t'as la parole maintenant. Écoute, moi, je vais être un peu plus objectif et je vais répondre pour le coup. En fait, j'ai longtemps dit que c'était la catégorie des 61 kilos. Je pense que malgré tout, il y a un débat pour le coup, parce que en fait, le champion des 61 kilos a fait un tel nettoyage que du coup, t'es obligé de voir les choses avec un peu plus de perspective en te disant, bon, quand même, il a nettoyé tout le monde, donc est-ce que c'est toujours aussi relevé ou alors est-ce que c'est juste lui qui est vraiment incroyable ? Donc voilà, je pense qu'il y a ça. Maintenant, la catégorie des 70 kilos, ça fait un moment que je dis, attention, ils sont qu'entre eux, ils ne s'affrontent qu'entre eux. Le top est quand même assez vieillissant. Allez, on ressente sur Benoît Saint-Denis. De toute façon, je vois qu'on n'est pas d'accord. Benoît Saint-Denis, il sort de sa perf contre Marouti Rufi. C'était... Antoine, s'il te plaît. Se concentre, on a changé de ralenti. On a changé de matière. Voilà. Tu me montreras à quel moment tu dis 70. Benoît Saint-Denis, Marouti Rufi. Il va faire là sa 3e collab avec Nicolas Haute. Du coup, il a fait Prépolek, il a fait Rufi. Cette fois-ci, c'est Benel Dariush. On espère qu'on va voir un Benoît Saint-Denis encore plus aguerri parce que ce qu'on a vu contre Rufi, c'était beau. En fait, j'aime beaucoup le travail que fait Nicolas avec Benoît parce qu'en fait, il a gardé le style de Benoît, juste il affine. Voilà, ce qui n'allait pas et on le fait aller dans le bon sens. Et en l'occurrence, là, le nouveau Benoît qu'on a sous les yeux, il est au maximum de ses capacités, j'ai l'impression. Et il ne va cesser de s'améliorer. Il est encore jeune, Benoît, je vous rappelle, il n'a que 29 ans. Et la performance contre Rufi, en plus, ça l'a remis en confiance pleinement. Et surtout, ça l'a remis en confiance par rapport à ses capacités dans la cage, à ce qu'il est capable de faire. Et contre quelqu'un comme Benel Dariush, ça devrait fonctionner normalement. Il y a eu Dustin Poirier. Quand il a fallu battre les mecs autour du top 10, ça a bloqué pour Benoît. Dustin Poirier, Renato Moicano. Il est arrivé très vite aussi. Il est arrivé très vite, bien sûr. Là, c'est quoi ? C'est le 2e plus gros défi de sa carrière, peut-être, à l'époque, après Dustin Poirier. Écoute, je pense que c'est un combat qui tombe au bon moment parce que c'est le meilleur moment pour le faire. On avait tous besoin de voir ce que ça donne, cette collaboration avec Nicolas Haute. Nicolas avait besoin de voir ce que ça donne, comme Benoît avait besoin de voir, et les fans également. Donc je pense que ça tombe au bon moment d'avoir un Benel Dariush et de monter en puissance. Rufi était un combat dangereux et on a vu comment il l'a passé. J'ai vraiment eu l'impression de revivre ce qu'on avait vécu avec Bonfim finalement, lorsque tout le monde le voyait un petit peu perdant et qu'il lui a juste roulé dessus. Donc voilà, je pense que, encore une fois, ils savent préparer les combats. Comme Antoine l'a si bien dit, et là je suis d'accord avec lui pour le coup, c'est qu'il a su garder ce qui marche chez Benoît parce qu'il y avait quand même beaucoup de bonnes choses qui fonctionnaient. Et puis il a affiné, il a ajusté. Parce que c'est aussi le travail de Benoît. Hein. Donc ils ont fait des ajustements, ils ont fait un travail. Et ça fonctionne. Donc ça fonctionne. Là, tomber sur Benel Dariush au mois de novembre, je pense que ce sera quelque chose d'intéressant. Il y en a un pour qui ça fonctionne un peu moins bien depuis quelques épisodes, c'est Antoine, avec la question pour Antoine. Alors, BSD, il bat Frévola à l'UFC 295 au Madison Square Garden. Au bout de 10 secondes, tu pourras répondre si tu as des noms qui te viennent. Donne-moi les 4 autres combats qui étaient sur la carte principale de cette UFC 295 au Madison. Pavlovich contre Aspinall. Oui, tout à fait. Le co-main. Le co-main. On avait Pereira également qui était présent en main event. C'est lequel ? Pereira qui a battu à cette occasion. Alors attends, Roundtree c'était après. Jamal Hill. Non, Jamal Hill c'était au 300. Ah oui, effectivement 300. Donc là, on est juste avant. T'as dit pas Roundtree, pas Hill. Donc Yeri Prochaska. Ah pour Les deux autres autres super combat d'ailleurs. Ouais,
Les deux autres, c'est très dur. Hein. Je vous le dis, franchement, en le notant, je me suis dit c'est un peu dur. Ah ouais? Ouais. Tu t'en souviens, toi, Taylor? Ça te parle ou pas? Sur la main card. Ouais. Il y a un combat féminin, un combat masculin. Avec un mec qui a été derrière Title Challenger, en ouverture de carte principale, qui avait fait un bon truc ce soir-là. Diego Lopez. Ah non, Diego Lopez. Diego Lopez contre Pat Sabatini. Wow, le mec Dur. Et là, un combat féminin avec une fille qui vient juste d'être championne. Mackenzie Dern. Ouais. Mais alors face à qui? Une ancienne championne? Ah, c'est pas facile. Allez, Jessica Andrade. Les forces de Benoît, ça reste toujours les mêmes. Sauf que la clé sur ce combat, ça va être l'usure qui va être en mesure d'infliger à son adversaire. Il faut fatiguer Beneil Dariush. Taylor et Benoît Saint-Denis et tuer Beneil Dariush. Voilà. Donc, en étant Beneil Dariush, Benoît va lui mettre la pression d'entrée. C'est ça aussi la clé du succès, c'est ne pas le laisser respirer. Parce que Dariush, on sait, c'est quelqu'un qui se fatigue très vite dans les combats. Il est plus tout jeune aujourd'hui, il a livré de nombreuses guerres. 36 ans, ouais. Voilà. Donc, pressing par la présence, il rentre avec les points. Et on sait que Benoît, c'est quelqu'un qui frappe pour venir au contact. Donc, quand il frappe, hop, derrière, il vient couler son adversaire. Il va obliger de cette manière Beneil Dariush à défendre en lutte, donc à dépenser de l'énergie en lutte. Alors, il s'avère qu'au premier round, Dariush va être bon en défense. Il va réussir à sortir, sauf que Benoît va pas le laisser sortir. Donc juste à ces moments-là, généralement, Benoît va se servir de striking pour entrer en lutte. Ça va pas être des entrées en lutte hyper académiques, mais ça passe par le striking toujours. Ce serait, je pense, pas malin de sa part de rentrer en lutte tête baissée, comme Taylor faire, parce que Dariush a toutes les armes pour l'esquiver. Il peut même le contrer. Il peut le contrer sur un coup de genou, il peut contrer sur des trucs. Donc le striking, quand même, arme maîtresse parmi les armes maîtresses de Taylor Benoît l'explique Saint-Denis. souvent. Hein, voilà, faut masquer ses entrées en lutte, donc on peut pas rentrer n'importe comment. Donc s'il rentre avec des frappes, voilà, on est hop, hop. Dariush est en train de défendre les frappes, et tout d'un coup, bim, changement de niveau. Voilà. Donc Dariush, bien sûr, va défendre, parce que là, on ne doute pas de son niveau en lutte, il a un niveau de lutte exceptionnel. Donc malgré tout, le fait d'accumuler ça pendant 1 round, 2 rounds, 3 rounds, à la fin, Dariush n'aura plus l'énergie, et il va se retrouver de haut sol. Benoît, lui, Taylor, en énergie, il l'a. C'est vrai qu'il donne beaucoup, mais il a aussi un très très bon cardio. Et puis si c'est lui qui a la main, il va se dépenser un petit peu moins que Dariush qui doit être en défense dans ces phases-là. En fait, il est capable, Benoît, de mettre la pression pendant longtemps. Et je pense que c'est une des vraies armes qu'il a. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait... Alors, attention, parce qu'effectivement, il se sert de son striking pour venir en lutte, mais il fait également des dégâts avec son striking. Donc, on le sait qu'il a un bon bras arrière. En plus, il travaille beaucoup sa boxe anglaise ces derniers temps. Il a un bon middle également, où il peut venir travailler et faire des dégâts au corps. Et puis, on va le rappeler, son Reiki, qui est aussi très bon et qui lui a fait succès déjà à New York. Donc, voilà, sa jambe gauche est une arme, je pense, maîtresse. Et puis, après, il va y avoir ses points. Je pense que la bonne stratégie pour Benoît, ça sera de faire des dégâts, pas forcément d'être gourmand sur tout de suite aller emmener son adversaire au sol, un peu comme le disait Antoine, mais multiplier les actions, comme le fait par exemple Merab Dvalishvili, où il va multiplier les actions, voilà, mettre le feu un peu partout, exactement. Donc, rentrer là, travailler par exemple avec un middle au corps, rentrer en lutte, laisser Dariush défendre, ressortir, rester sur lui par la présence, parce qu'on le sait, il est volumineux dans la cage, Benoît, il prend de la place. Donc, continuer à faire des dégâts avec les points, les frappes, et ensuite re-rentrer en lutte jusqu'à venir aspirer l'énergie de Beneil Dariush et de réduire l'écart de niveau. Parce que sur les niveaux de lutte et de grappling, on est quand même très très proche entre les deux. Donc l'énergie que va gaspiller Beneil Dariush va réduire forcément les niveaux et va permettre à Benoît d'imposer son jeu. Alors une fois fatigué Beneil Dariush, l'objectif pour Benoît, ce serait de l'amener au sol. S'il l'amène au sol, montrez-nous déjà peut-être comment il a l'habitude d'agir comme ça, Benoît. Tu peux nous montrer Taylor. Et puis juste, précision, il est à l'aise quand il est dessus, mais pas quand il est en dessous. Donc s'il y a une phase d'amener au sol, il faut qu'il se retrouve au-dessus, Benoît. En fait, on ne le voit jamais sur le dos, parce que c'est quelqu'un qui met la pression et qui est là pour mettre ses adversaires sur le dos. Maintenant, ça peut lui arriver. Il s'avère qu'encore une fois, Taylor l'a souligné, il a un très bon niveau en lutte et en grappling, Beneil Dariush. Il est très bon sur les phases de transition, mais ça va diminuer au fur et à mesure que le combat va avancer. C'est pour ça que le travail de Benoît va être important, d'usure. Comme ça, Dariush commence à être fatigué. À un moment, Benoît va passer dans le dos. Donc ça, c'est des positions aussi qui sont très dures pour se déloger. Il peut l'amener au sol une première fois. Dariush, sur une phase de scramble, peut réussir à se relever malgré tout. Mais Benoît va rester sur lui. Voilà, hop, hop, hop. Il veut partir. Laisse-moi tranquille. Voilà, donc ça, option. Ça peut arriver. Voilà, mais ça, c'est justement, Frévola essayer un peu de partir d'une de ces phases et finalement, coup de pied en pleine tête. Remettez-vous au sol et donc si c'est au sol, plutôt ground and pound, plutôt soumission. Benoît, il a beaucoup de soumissions en carrière. Oui, Benoît a beaucoup de soumissions. Maintenant, ça va être dur de soumettre Beneil Dariush, soyons honnêtes. Ça dépend à quel moment il lui met la main dessus. Voilà. S'il a bien sonné avant, c'est possible. Il s'est pris une soumission en carrière, Beneil Dariush. Oui, mais s'il lui a tapé dessus avant,
encore une fois, on parle de Benoît Saunier. Je crois que c'était contre Michael Chiesa à l'époque, mais il y a longtemps. Donc, là, le Grand Pound de Benoît, on le sait, il a un dur Grand Pound où il va forcer son adversaire à donner le dos. On sait qu'il a une grosse capacité à prendre le dos. Et au moment où il va venir frapper, il va pouvoir prendre le dos, passer. Benoît, on le sait, il n'a même pas besoin d'être sous le menton. Hein. Il peut venir verrouiller directement là. Sur le fameux mode Khabib contre McGregor. Voilà, enroulé. Bonne pression. Et avec une bonne pression, venir taper. Ah, il y a eu un petit eye de Benoît. Un petit eye d'Antoine aujourd'hui. Ok, donc bon, on l'a compris, de toute façon, ça va être mettre cette pression constante. Peut-être en essayant d'aller se rapprocher, de casser cette distance avec Benel, un coup, un middle qui peut passer, un crochet qui peut passer. Les middle vont passer, quoi qu'il arrive. Qui peut éteindre la lumière. Il y aura un middle qui va passer. Parce que Benel Dariush, il s'expose aussi pas mal quand même. Donc c'est ça la tactique que doit utiliser Benoît Saint-Denis pour battre Benel Dariush. Du coup, Taylor, j'imagine que c'est tout l'inverse du côté de Benel Dariush. C'est justement, face à cette pression constante, face à cette intensité de Benoît Saint-Denis, c'est essayer de canaliser justement la fougue qui est en face chez son adversaire. Ouais, quand on a préparé cette émission, je me suis posé la question, si j'étais Benel Dariush, j'utiliserais quoi pour pouvoir battre Benoît? Et c'est assez difficile parce que, alors, ce qu'il faudrait faire, c'est d'éviter les trop grosses confrontations dès le début. Maintenant, comment gérer un Benoît qui arrive comme ça sur vous et qui prend de la place? Justement, toi t'es Benel Dariush. En plus. Taylor, toi, t'es Benel Dariush et du coup, tu vas faire le rôle de Benoît Saint-Denis. Justement, Benoît avance. C'est de travailler avec son jab, de travailler avec son bras arrière, ensuite se déplacer, essayer de faire courir un peu Benoît un petit peu dans tous les sens. Et quand il le sent, d'essayer de lui venir récupérer la lutte. Parce que je pense que rentrer dans un travail de gros scramble avec Benoît va être très énergivore pour Benel Dariush. Donc je pense qu'il a besoin de venir canaliser un petit peu cette énergie de Benoît, essayer d'avoir un mouvement de lutte, pourquoi pas, favorable, et surtout d'arriver dans cette position-là, c'est-à-dire mettre Benoît sur le dos. Pour le moment, historiquement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il a l'air moins à l'aise, Benoît, quand il est sur le dos que quand il est au-dessus. Donc je pense qu'ils ont analysé ça aussi et qu'ils doivent se dire, ok, on va le mettre sur le dos et on va essayer de le conserver. Sur le dos. De conserver Benoît sur le dos et de faire des dégâts. Je pense qu'il y a une grosse partie du combat qui peut jouer sur cette phase-là. Ok, donc ça c'est au sol, c'est peut-être la finalité. Maintenant, il faut quand même réussir à mettre Benoît Saint-Denis au sol. Si vous voulez bien vous relever 2 secondes, je voudrais voir 2-3 trucs. Striking puissant de Benel Dariush, ça peut être au niveau des poings, au niveau des jambes, au niveau des genoux aussi. En fait, c'est pour ça aussi qu'il se fatigue très vite dans ses combats, Benel Dariush, parce que c'est quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. Quand il frappe fort. On l'a déjà vu mettre des KO terribles à l'UFC. Voilà. Et si par exemple Benoît rentre avec un crochet où il fait pas attention, bam, il peut se faire contrer. C'est puissant, ça peut être sur un coup. Et on sait que Benoît a un jeu très offensif, très ouvert parfois, donc des fois il se livre un peu trop. Oulala. Et même s'il vient pour coller derrière, il peut prendre un genou à la tête. Sa lutte. Alors, s'il vient coller justement Benoît et que c'est Benel qui a l'avantage, la lutte en chaîne de Benel, elle est assez bonne aussi. Il a un niveau en lutte exceptionnel. Je vous rappelle que lui, il a une base de lutte à la base. Et on l'a vu tenir la dragée haute à des combattants comme Saroukian, comme Mateusz Gamrot. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Si c'est la tactique que vous privilégiez, un coup un petit peu dur qui passe pour Benel Dariush, Benoît un tout petit peu sonné qui vient un petit peu amoindri en lutte. Comment est-ce que cette lutte en chaîne, il va réussir à la mettre en place, Benel Dariush? Vas-y, t'es Benoît Saint-Denis un tout petit peu sonné par un coup qui est passé. Si on a ce scénario-là, ça sent mauvais. Ouais. Parce qu'on se le dise. Parce que Benel, il sait profiter de ça. Ah bah oui. Oui. Donc qu'on se le dise, si on a un scénario où il arrive à toucher, tu reviens un petit peu en arrière, où il arrive il fait bien le mec sonné, à secouer Benoît et que Benoît arrive un peu groggy dans les jambes, là on a un problème. Parce qu'on a un Benel Dariush qui a un avantage à ce moment-là physique et psychique parce que lui, son cerveau n'a pas vibré avant. Et donc, du coup, ça peut vite se transformer en une guillotine sautée, une guillotine modifiée, ou alors tout ce genre de choses qui vont être problématiques pour Benoît et surtout qui vont peut-être l'emmener à se faire finaliser. Allez, c'est le moment des paris, c'est le moment aussi des résultats avant cette 30e émission de la carte. Taylor, à 7 points à 4. Ok, 7 points à 4, 3 points d'avance. Maintenant, là, on va débriefer 2 émissions qui avaient été tournées. Il y avait l'UFC Vancouver avec le main event Allen contre The Raider, et puis il y avait le combat de Manon Fiorot contre Jasmine Jasudavicius, et puis on avait aussi parié sur l'UFC 321, Gane contre Aspinall. On regarde ce que vous avez dit et on voit qui a pris les points. Moi, je pense que Manon va s'imposer sur ce combat.
Je pense que Manon va s'imposer par décision au terme des 3 rounds. Donc je dirais peut-être Allen et peut-être par décision. Moi, je vois une décision de Cyril. Allez, c'est bien, tu remontes un petit peu, mon Antoine. 7-5. 7-5, toujours pour Taylor. Bon, il est serein, Taylor. Là, je sens que... Bah non, mais il a raison. Sauf qu'attention, parce que là... Non, mais il peut me battre. Avec il peut surtout, puisque là, il y a cette émission-là. Ouais. Et il y a celle sur le même événement qu'on va aussi sortir un petit peu plus tard, sur les 2 combats principaux de cette UFC 322. Donc peut-être que quand on se reverra pour le prochain event, certainement en 2026, et vous serez à égalité. On verra ce que ça donne. D'abord... donc bravo Antoine déjà, j'espère que tu es content, montre un peu de joie, montre un peu de satisfaction. Non, mais c'était évident que Brandon Allen allait gagner, mais bon. D'accord, très bien. C'est évident. Quand on voit le combat, on se dit que c'est évident en fait. Mais, mais en fait... revoir sa déclaration avant, c'est ça le plus marrant. Non, mais j'ai été clair. Bon. J'ai été clair et limpide sur le fait que Allen allait le faire. Peut-être qu'on essaiera de revoir ça quand même, parce que ça peut toujours être intéressant, un petit replay. Bon Antoine, on va te laisser la main pour ce combat entre Benoît Saint-Denis et Beneil Dariush. Tu peux récupérer un point peut-être sur Taylor si vous n'avez pas le même résultat. Qu'est-ce que tu pronostiques pour ce fight ? Alors, je pense que ça va jouer sur la manière de finir le combat. Encore une fois, Beneil Dariush, c'est un vrai test. C'est au-dessus de Mauricio Ruffi, pour moi, en termes de technique, en termes d'expérience. Il a un énorme bagage en lutte et en grappling, ce qui pourrait peut-être poser des problèmes à Benoît. Moi, je pense que la stratégie de Benoît, ce sera d'user son adversaire. Est-ce qu'il va réussir à le finir ? On a déjà vu Dariush se faire mettre KO. On l'a déjà vu se faire finaliser. Moi, je crois que ça arrive qu'une fois dans sa carrière. Je pense que comme le combat est prévu en 3 rounds et que Dariush va tout faire pour limiter la casse, on aura une victoire par décision de Benoît. Victoire par décision de Benoît. Alors franchement, c'est quand même un gros pari parce que Benoît, sur ses 15 victoires pro, jamais de décision, 0. Ouais. Et surtout, Beneil Dariush, sur ses 6 défaites pro, jamais de décision. Parce qu'il s'est fait soumettre une fois, mais il s'est fait terminer KO 5 fois. Ouais. Donc, en vrai, le pari est plutôt beau et donc je pense que la cote suit aussi. Exactement. Donc, Benoît, la décision pour Antoine. Taylor, tu vas te démarquer de ça ou pas ? Ouais, moi je vois Benoît finir ce combat. J'avais pas cette stat et elle me conforte encore plus dans ce que je pense. Ouais. Et en fait, alors c'est pas, je lèche pas mon doigt et je le mets dans l'air pour mon prono. C'est très belle image. C'est vraiment en fonction de ce que je vois des deux. Et c'est vrai qu'ils ont des styles assez similaires. Sur le papier, on pourrait même se dire que peut-être dans certains domaines, Beneil Dariush est au-dessus. Mais je pense que l'agressivité et la guerre que va amener Benoît va être déterminant. Et surtout, à mon avis, je pense qu'il va trouver le chemin du finish. Peut-être pas une soumission, et encore, ça dépend si il le secoue avant et qu'il lui prend le dos. Mais bon, tu peux dire victoire avant la limite globale. Moi, je vois une victoire avant la limite pour Benoît, sachant que Beneil Dariush ne prend plus vraiment les coups. Ouais. Donc voilà, je pense que Benoît va le faire et qu'il va s'imposer par finish. Forcément, c'est ce qui paraît le plus logique quand on voit le palmarès de Benoît. Donc vous êtes en désaccord déjà là-dessus et moi, c'est ce qui me plaît dans cette émission, c'est quand vous êtes en désaccord. Je vais vous proposer, comme de tradition, la supercote. Moi, je vois bien... vous vous souvenez, on avait touché la supercote sur Saint-Denis contre Ruffi. Et là, je vais vous proposer un truc un peu similaire. C'est Benoît Saint-Denis qui l'emporte par soumission et à la 2e reprise. J'ai envie de continuer à croire que les stats vont aller dans ce sens-là parce que même en comptant ses défaites, mais lorsqu'il a perdu contre Moïcano et contre Poirier, c'était à la 2e reprise, mais il y a 7 de ses 9 derniers combats qui sont terminés à la 2e reprise. Moi aussi, je le vois gagner ce combat et donc je me dis qu'il peut mettre une soumission à la 2e reprise contre Beneil Dariush. Ça y est, c'est la fin de cet épisode 30 de la carte. Encore un Français qui combat, on est content. Il y a eu Cyril Gane, il y a quelques événements de ça, ça ne l'a pas fait, en tout cas nos contests. Il y aura un autre Gane à Spinal normalement pour 2026 et donc Benoît Saint-Denis qui va essayer de rentrer dans le top 10. Merci les gars d'avoir été avec moi, comme d'habitude. Merci à toi. On se retrouve dans l'autre émission sur l'UFC 322, puisque je vous le rappelle, on sera ensemble pour essayer de démontrer ce que vont faire les combattants dans la cage, de donner les pronostics aussi, avec le combat principal, Makhachev qui va essayer de prendre la ceinture de Jack Della Maddalena, et puis Shevchenko qui va défendre sa ceinture des moins de 57 contre Weili Zhang. Merci à toutes et à tous d'avoir travaillé sur cette émission. Nico Lepin, Anthony Starpini, Christophe Jallela et tous les cadreurs, tous les ingé-sons, tout le monde qui bosse avec nous. Encore merci et à très vite dans la carte. Ciao.